Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette nouvelle boîte à malice qui va vous faire voyager aujourd'hui. Voyage en couleur d'une part avec une magnifique exposition tant attendue, Chagall, le passeur de lumière, que nous avons eu la chance de visiter au Centre Pompidou, Metz. Voyage impressionniste en musique avec l'auteure-compositrice-interprète messine Rebecca qui nous parlera de ses nombreux projets. Étienne Martin de son côté est allé faire un tour au jardin botanique de Metz, un lieu dont il nous livrera les secrets, tandis que Xavier nous donnera envie de bouquiner. Mais tout de suite, nous allons retrouver le photographe Olivier Toussaint qui publie un magnifique ouvrage, 20% profil ouvrier, paru aux éditions La Paulette. Clic-clac, on ouvre la boîte à malice pour en savoir plus. Olivier Toussaint, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir chez vous. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à l'occasion de la sortie du Guide des curieux, le petit singulier, qui était paru aux éditions La Paulette, le petit singulier spécial Metz. Aujourd'hui, vous êtes de retour avec un projet plus personnel, un ouvrage que vous signez, dont vous signez les photographies, 20% profil ouvrier, paru également chez La Paulette, avec cette volonté peut-être aujourd'hui de réhabiliter ces métiers. Oui, c'est exactement ça. Le projet a commencé il y a à peu près 3 ans. J'avais visionné un documentaire en fait, sur les ouvriers qui s'appelle Nous ouvriers. Il racontait un peu cette histoire de l'ouvrier depuis l'après-guerre, depuis 1945 jusqu'à nos jours. Et on voit très bien dans ce documentaire en fait, combien il était héros au lendemain de la guerre. Et sa situation se délite un petit peu, sa représentation aussi. Les ouvriers, effectivement, aujourd'hui sont peu représentés en fait, dans les médias, la politique, les arts. Oui, ce que vous dites, c'est que quand on parle d'eux, c'est souvent à travers des grèves, des manifestations, des fermetures d'entreprises, malheureusement. Effectivement, on entend parler d'eux plutôt pour des choses négatives, des revendications, des délocalisations, du chômage. Donc le but en fait, du livre, c'était une rencontre avec les ouvriers. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Parce que 20%, ça veut juste dire qu'il y a un actif sur 5 qui est ouvrier en France. C'est ça, ouais. Et donc ça représente 6 ou 8 millions de personnes. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est énorme. Donc je voulais commencer le travail dans le Grand Est, parce que voilà, on est dans le Grand Est, à savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus, quoi, en fait. Il y a un chiffre qui dit qu'ils sont présents. En même temps, on ne les voit pas beaucoup. Et pourtant, ils sont là. Donc moi, je voulais les rencontrer, savoir ce qu'ils font, dans quel décor ils évoluent. Et voilà. Alors vous leur avez tiré le portrait de manière posée. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en amont, pour prendre ces clichés déjà, vous vous entretenez avec eux pour essayer d'en savoir plus sur eux. Je crois qu'il y avait une consigne aussi, qui était de ne pas sourire. C'est exactement ça. Déjà sur le temps que j'ai passé avec eux. Le temps que j'ai passé avec eux était très variable. Parce que parfois, sur une entreprise, peut-être où il n'y avait pas beaucoup de monde, où ils n'étaient pas trop bousculés, j'avais le temps de discuter avec eux. Donc effectivement, je m'intéressais à leur métier, qu'est-ce qu'ils faisaient là, comment ils en sont arrivés là, s'ils aimaient ce qu'ils faisaient, etc., etc. Donc là, c'était assez agréable de pouvoir passer un peu de temps avec eux. Jusqu'à l'extrême qui était, je me souviens, chez PSA à la ligne, quand on travaillait à la chaîne, où là j'ai dit, moi pour faire le portrait, vous me laissez 1 minute, je peux le faire. Et là, personne m'a dit, non, 1 minute, c'est beaucoup trop, je vous laisse 12 secondes. Quoi. Ah oui. Donc oui, parce que les personnes, il y a un moteur qui vient sur la ligne, ils ont 3 boulons à visser, et puis c'est reparti. Donc on ne peut pas arrêter, on ne peut pas interrompre. On ne peut pas interrompre. Là, c'était une dame, je me souviens, il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui sont à la chaîne, ou à la ligne comme on dit, et je lui disais, moi je suis prêt, dès que vous avez un espace-temps, vous me regardez, elle se retourne, tac, j'appuie et c'était fini. Quoi. Et vous ne souriez pas? Alors pourquoi? Alors voilà, et le sourire, ça c'est encore autre chose, c'est que c'est pas que je sois contre le sourire ou la joie, ça n'a rien à voir avec ça. Moi ce que je leur demandais, c'était pas
de ne pas sourire forcément, mais c'était de ne pas avoir ce réflexe-là, conditionné depuis qu'on est petit, quand on a un appareil photo qui est devant vous et qui vous force un peu à sourire. Donc je voulais je leur demandais de regarder bien l'objectif, je voulais qu'ils soient vraiment face à moi et face aux spectateurs, au lecteur, pour qu'il y ait vraiment une confrontation. Je voulais pas qu'ils soient en train de travailler. C'est intimidant tout de même. C'est intimidant, mais c'est cette timidité aussi qui peut me toucher. Je fais des petits tirages comme ça de tous mes portraits, ce qui me permet en fait de pouvoir les étaler pour faire l'editing. Donc c'est la sélection des photos. Il y a beaucoup de boulot avant, donc pour prendre les rendez-vous, pour pouvoir rentrer dans les entreprises. Et il y a le boulot de la photo proprement dite, mais peut-être c'est 5% du temps. Et le reste du temps, on passe le temps devant l'ordinateur à traiter les images, et puis ensuite à surtout les sélectionner, quoi. Les deux là, c'était au même endroit, mais c'était deux photos différentes. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression que ça se continue ici et ici. On pourrait presque les coller, donc je les ai collés comme ça pour faire une double page dans le livre. Le livre donc est en 3 parties. Il y a la partie colorée, une partie qui est plus dans ce qu'on imagine être l'usine, dans ce qu'elle a de plus graisseuse, et la 3e partie qui est sur les jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui est venu après avoir étalé en fait les photos devant moi, de voir qu'il y a des couleurs comme ça, comme celle-ci là, qui ressortent. Tout au départ, en fait, j'étais parti que sur quelque chose de très systématique avec des portraits en pied, de face. Et après avoir accumulé un certain nombre de photographies, je me suis rendu compte qu'on allait peut-être s'ennuyer à les regarder et que le cerveau, en passant d'une photo à l'autre, aurait pigé le truc et aurait tendance à s'ennuyer. Et c'est pour ça que j'ai rajouté en fait des photos d'ambiance, des détails d'outils, des détails de lieux comme ça, pour que aussi le cerveau, regardant les photos, en fait, puisse trouver d'autres échos, peut-être parfois plus poétiques, et que ce soit moins ennuyé à regarder, quoi. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience au final? Quand vous y réfléchissez, que vous regardez cet ouvrage et puis vous pensez à toutes ces rencontres, qu'est-ce que vous vous dites et qu'est-ce que peut-être vous aimeriez, nous, qu'on en retire en ayant votre livre entre les mains? J'avais parfois dit le mot réhabilité, en fait, en les montrant, c'est un peu prétentieux, quoi, en fait. Ce que je voudrais qu'on en retire, c'est juste qu'on fasse attention à tous ceux qui sont autour de nous, qui font parfois des métiers difficiles. On l'a vu pendant le confinement, le premier confinement, en fait, c'était souvent les premiers qui étaient appelés à retourner à la production pour qu'on puisse consommer, pour que les échanges puissent continuer à se faire. Et effectivement, souvent, ils sont oubliés. Donc, c'est juste faire attention, femmes de ménage, aux gens de l'entretien, aux gens qui sont autour de nous et qui se démènent. Voilà, quoi. Des métiers de l'ombre essentiels. Essentiels, voilà, c'est ça. Ouais. 20% profil ouvrier, c'est aux éditions La Paulette, tout simplement. Un site internet pour retrouver les informations, puis dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Merci beaucoup. Merci à toi, Alicia. Un très bel ouvrage que vous pouvez également vous procurer sur le site de la maison d'édition La Paulette. Quant au photographe Olivier Toussaint, nous le retrouverons également en fin d'émission pour son questionnaire personnalisé. Si d'ailleurs vous souhaitez vous procurer des ouvrages photographiques, pourquoi ne pas en emprunter dans les bibliothèques médiathèques de Metz qui se sont mises elles aussi au click and collect. Alors c'est tout simple, vous réservez livres, DVD, CD par internet et puis ensuite vous les retirez dans les bibliothèques de votre choix. Et si plutôt que d'emprunter vous préférez acquérir des ouvrages, eh bien sachez que Metz Métropole met à disposition une liste de plus de 400 commerces, liste dans laquelle on va retrouver également des librairies, des commerces qui pratiquent le click and collect. Alors surtout, n'hésitez pas à passer commande, ils en ont vraiment besoin. La culture a également besoin de notre soutien, elle est en souffrance. On adorerait pouvoir pousser les portes des musées, d'autant que se dévoilent les œuvres d'un peintre de génie, Marc Chagall, au Centre Pompidou-Metz. L'exposition s'appelle Chagall, le passeur de lumière. Elle met en valeur les vitraux dans l'œuvre de Marc Chagall. Alors on connaît les vitraux de Chagall de la cathédrale Saint-Étienne de Metz, mais là, on va passer à la vitesse supérieure. Petit tour d'horizon avec Fanny Bragard. Il laisse passer la lumière comme nul autre. 35 ans après sa mort, Marc Chagall se dévoile au Centre Pompidou-Metz
Pour la première fois, des maquettes de ces vitraux sont rassemblées afin de discerner l'importance de la lumière dans son œuvre. Grâce au vitrail, l'artiste polymorphe explore une monumentalité nouvelle. Les églises, les édifices religieux lui semblent un cadre privilégié pour présenter des œuvres monumentales, pour parler au plus grand nombre, mais aussi pour déployer son message biblique. Chagall est passionné par la Bible, il la considère comme la plus grande source de poésie de tous les temps. Il la voit davantage comme un rêve, un grand rêve, source de vision, plutôt que comme un texte dogmatique. Avec le verre, Chagall exprime son génie et transmue la lumière physique en lumière spirituelle. C'est à Metz, en 1956, alors qu'il imagine les vitraux de la cathédrale Saint-Étienne, qu'il rencontre Charles Marc et Brigitte Simon, les maîtres verriers avec qui il collaborera 3 décennies. C'est une rencontre extraordinaire puisque les artisans et le peintre s'expriment et collaborent dans un dialogue très fructueux où chacun a une liberté. Plus de 1000 tons ont été créés en collaboration avec la verrerie de Saint-Just pour permettre à Chagall, immense coloriste, de transcrire ou d'interpréter en verre ses visions et ses couleurs très riches. Vouées à la lumière, les 250 œuvres de cette exposition prévue jusqu'au 15 mars attendront dans la pénombre le déconfinement. Pour susciter la curiosité du public, une visite virtuelle fera office de vernissage. Nous comptons garder la surprise intacte pour les visiteurs, mais qui donnera un éclairage sur différentes œuvres de l'exposition, qui permettra aux téléspectateurs de se faire déjà une idée de l'exposition et surtout d'entendre de grands témoins qui ont été très proches de Chagall ou qui ont participé à ces commandes de vitraux. Rendez-vous ce samedi 21 novembre à 11h sur le site internet centrepompidou-metz.fr pour entrevoir l'exposition Chagall, le passeur de lumière. Et la visite ne sera vraiment pas comme les autres car elle sera effectuée par la commissaire de l'exposition qui sera accompagnée par la petite fille de Marc Chagall, Mérette Meyer, mais également par le maître verrier, poète et peintre Benoît Marc. Rendez-vous donc le 21 novembre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, la page internet du Centre Pompidou, tous les réseaux. Je suis sûre qu'Étienne Martin aurait pu parler pendant des heures des vitraux de Marc Chagall. Cependant, aujourd'hui, il a préféré prendre l'air et nous emmener au Jardin botanique. Bienvenue au Jardin botanique de Metz. Alors, il est sur le territoire de Montigny-lès-Metz, mais c'est le grand jardin botanique de la ville, sur un terrain qui a été acheté en 1866, un peu plus de 4 hectares, donc c'est très grand. Pourquoi on achète ce terrain pour en faire un jardin botanique? Parce que depuis le XVIIIe siècle, il y a un engouement évident pour toutes les plantes nouvelles qu'on ramène des expéditions. Et cet engouement ne se dément pas au XIXe siècle, et c'est pour ça que l'on construit, vous voyez derrière moi, ces superbes serres. Alors, longtemps, on a raconté que ces serres avaient été sauvegardées de la grande exposition universelle de 1861, celle qui a lieu sur l'Esplanade, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, et les dernières recherches tendent à montrer que non. Pourquoi? Parce que les serres de 1861, elles ont été conservées, démontées en 62, mais elles disparaissent dans un incendie en 1875. Et donc finalement, les serres qui sont derrière moi ne sont pas les fameuses serres de l'exposition, ce sont des serres qui sont reconstruites à l'époque de l'annexion allemande. Elles sont dues à l'architecte municipal de la ville qui s'appelle alors Konrad Wann, qui est un architecte berlinois qui vient travailler à Metz. C'est lui qui fait, vous les connaissez, les grandes réalisations de Konrad Wann à Metz. Il fait le Temple Neuf en 1904, il signe les plans du lycée Georges de la Tour en 1910. Donc vous voyez, quelqu'un qui est dans un style assez classique et qui signe les plans derrière moi de ces fameuses serres. Alors des serres finalement qui respectent le langage botanique, si l'on pourrait dire, de l'époque, un soubassement en pierre, après une élévation en brique, un matériau qui n'est pas très cher, qui est très facile à mettre en œuvre, et puis évidemment une grande structure en fer avec des verres qui permet bien sûr de faire la serre. L'autre chose, et on le devine dans les feuillages, c'est la grande cheminée parce que ces serres sont chauffées. Et c'est évidemment une condition sine qua non pour pouvoir faire vivre les plantes exotiques. Alors, à l'intérieur des serres, qu'est-ce qu'on trouve? Et bien sûr, 834 mètres carrés, divisés en des espèces de chapelles, si vous voulez, eh bien on trouve toute la végétation luxuriante qui fait l'émerveillement à l'époque comme aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup me promener dans ces serres. C'est végétation équatoriale, c'est la végétation aride, on a aussi une orangeraie. Il faut le savoir qu'à la fin du 19e siècle, trouver des oranges
en permanence à Metz, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Vous savez, c'est pas comme aujourd'hui, vous allez au supermarché, on en achète 10 kilos, c'est facile. À l'époque, maintenir tous ces arbres en vie ici sous des latitudes tempérées, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et qui nécessite évidemment beaucoup de soins. On trouve également quelques animaux, si l'on peut dire, ou des poissons. Si vous allez dans les serres derrière moi, il y a des bassins avec des poissons, il y a aussi des tortues. Et puis dans un tout petit bâtiment à côté, près de la fameuse cheminée, de l'ancienne chaufferie, eh bien, il y a une volière. Voilà, donc qui montre tout l'engouement pour ces très belles serres du Jardin botanique. Merci beaucoup Étienne et on te retrouve dans 15 jours au Palais du Gouverneur. Place à la musique à présent avec une artiste qui invite résolument au voyage, Rebecca. Elle est auteure, compositrice, interprète, multi-instrumentiste et prépare en ce moment son premier album. Et vous allez voir, il n'y a qu'à se laisser porter. Elle, c'est Rebecca Noël, auteure, compositrice, interprète, dont on a déjà pu apprécier le talent avec son duo Becky and Cloud. Ici, sur la scène du Gueulard de Nilvange, elle s'est glissée dans la peau de Rebecca, un projet né en 2016, en pleine crise de la trentaine, projet auquel elle donne aujourd'hui davantage de visibilité, histoire que l'on s'approprie à notre tour ses chansons impressionnistes. J'aime beaucoup cette idée-là de ressembler un petit peu à ce genre musical-là, avec beaucoup d'impression dans mon écriture, et avec des textes poétiques qui font voyager et qui sont assez mélancoliques. Et il suffit de quelques notes seulement pour être happé. Le soir s'installe, les ombres dansent, enrobées et graciles. Car il y a la voix de Rebecca, bien sûr, mais aussi ses compositions, nées de ses divagations. Et si ces improvisations musicales puissent dans la music world, c'est avant tout par l'émotion qu'elle se laisse guider et par son piano auquel elle superpose l'harmonium indien et d'autres instruments encore dont elle se joue aux côtés de son acolyte Julien Destange. L'harmonium indien, j'utilise une pédale au pied, ce qui me permet de l'actionner si je laisse un bourdon. Et dans ce cas-là, j'ai les mains libres pour soit de jouer du bodhrán, qui est une percussion irlandaise, soit de jouer du piano. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est cette polyvalence de je suis toute seule, mais je peux quand même faire d'autres sonorités en même temps. Et le fait, évidemment, d'avoir employé Julien, c'est encore mieux, parce que là, on va dans la guitare électrique, le bouzouki irlandais, les chœurs, donc ça enrichit évidemment. Les instruments s'empilent avant que Rebecca ne laisse parler la voix, car les textes arrivent bien plus tard et se nourrissent, comme sa musique, de la poétique de l'instant. Tout s'efface autour de nous sans bruit. Nos deux traces brûlent chaque jour qui passe, qui s'enfuit. Ça va plutôt être des thèmes liés à la nostalgie, l'enfance, la contemplation, un peu de romantisme là-dedans, parce que j'utilise beaucoup le sujet jeu, hein, je parle de moi, de mon expérience, et j'espère que ça parle à d'autres personnes aussi. Pour juger de l'universalité de ses compositions, des extraits de concerts sont d'ores et déjà à découvrir sur sa page YouTube, tandis que d'autres lives seront dévoilés très vite sur la plateforme Twitch. Rebecca travaille également à son premier album, dont elle est déjà en train de peaufiner l'artwork et les arrangements. Rendez-vous fin 2021 pour la grande évasion poétique. L'éternité à tes côtés. La musique qui définitivement nous fait un bien fou. Retrouvez Rebecca sur les réseaux sociaux et sur la plateforme de streaming Twitch où par ailleurs elle va reprendre d'ici quelques jours un programme d'improvisation méditative. Les mots également nous font beaucoup de bien, c'est la raison pour laquelle on a retrouvé Xavier de la librairie La Pensée Sauvage pour qu'il nous fasse part de son coup de cœur du jour. Alors, je vais vous parler d'un texte tout petit, tout fin, de Jean Echenoz, qui s'appelle Un an,
Pourquoi en parler? Parce que c'est l'histoire d'une disparition, d'une évaporation. L'histoire de Victoire qui serait en pleine nuit, au petit matin, et qui découvre Félix mort près d'elle, son compagnon, et qui du coup fait sa valise, passe à la banque vider son compte en banque avant de prendre un train, gare Montparnasse, vers la première destination venue au tableau d'affichage. Et c'est du côté de Bordeaux qu'elle va atterrir. Voilà. Et en fait, Victoire, donc persuadée d'être peut-être coupable de la mort de Félix, parce qu'elle le croit mort, va, avec l'argent qui lui reste, essayer de survivre. Donc au début, de manière un peu luxueuse, en louant un appartement sur le bord de mer, bord de l'Atlantique. Et puis ensuite, vu la restriction de ses économies, elle commence à clochardiser dans les rues de Bordeaux, de Saint-Jean-de-Luz, en fonction de la météo. Et on la suit comme ça. Alors ce qui est super avec Jean Echenoz, c'est l'histoire d'une part, l'histoire de cette disparition, mais c'est aussi une façon d'écrire qui est jubilatoire. Jean Echenoz joue avec la syntaxe, la grammaire, la conjugaison. On rigole de ses coups de génie pour construire une phrase, déconstruire une phrase, pour s'immerger dans le récit et s'adresser directement au lecteur. Et c'est un petit bonheur pour ça de lire Jean Echenoz. Donc je vous conseille Un an de Jean Echenoz. Voilà, il n'y a plus qu'à récupérer le livre à la librairie La Pensée Sauvage, à Metz, ou dans toutes les bonnes librairies indépendantes. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait du click and collect, et j'avais envie de vous faire découvrir un clip qui a été réalisé par les commerçants de la rue Taizon, à Metz, pour vanter les bienfaits justement de ce procédé. Vous allez voir, il est super bien fait, super drôle, regardez. Oh, you better run, better run, better run. Ah, you better run, better run, better run. Oh, you better run to the city of the rain. You better run. God called Moses on the mountain top, and he placed his daughter in Moses' ark, and then he stamped the commandment, said, Moses, my anthem said to Moses, don't you leave them now. Please tell me where your stacker might be. He told him a sprinkler in my hand. You just shake my head just as I clean as my hand. My sprinkler will become as a natural man. But you better run. You better yeah, you better oh, you better run. Voilà, superbe clip qui est là pour vanter les mérites du click and collect. Ça vaut pour les commerçants de la rue Taizon, mais pour les commerces de toute la France. En attendant, allez faire un tour sur la page de l'association Village Taizon si vous souhaitez le revoir et en savoir plus. Avant de se quitter, je vous propose, comme promis, de retrouver le photographe Olivier Toussaint, que j'ai passé à la moulinette de ma boîte à questions. Je suis toujours avec Olivier Toussaint qui publie 20% profil ouvrier aux éditions La Paulette. Et forcément, Olivier, je vous réserve mon petit questionnaire personnalisé. Et c'est donc un questionnaire profil pour vous, forcément, en rapport avec le titre de votre ouvrage. Quel est le profil de personnalité qui vous botte? Donnez-moi un exemple ou deux. Dans les personnes que j'admire, je pense à Georges Brassens. Je trouve qu'il a un parcours admirable. Je crois que le personnage me fascine, quoi, en fait. Une espèce de personne très humble, travailleur. Après, là, il pourrait me ressembler un peu dans le côté, pas dans le côté talentueux, mais dans le côté casanier, quoi, en fait, avec des horaires peut-être un peu stricts. Je fais ça le matin, je fais ça l'après-midi, etc. Voilà, j'admire ténacité et cette confiance en soi aussi pour pas partir comme ça à vouloir plaire absolument à tout le monde, quoi. A l'inverse, aujourd'hui, je vous donne la possibilité de vous glisser dans la peau d'un profiler. À qui voulez-vous faire la peau? Alors, y penser comme ça, je suis pas de nature violente et haineuse, en fait, et je préfère penser aux gens que j'aime ou admirer les gens que j'aime que de perdre mon énergie à essayer de Les lourdingues, on les a. Voilà, j'y pense pas et ils nous pourrissent déjà assez la vie pour avoir à s'occuper d'eux, quoi. Exactement, c'est tout à votre honneur. On termine avec Demain est un autre jour.
Qu'est-ce qui se profile? J'espère continuer dans la grande thématique en fait de l'ouvrier ou du salarié, du travailleur en tout cas. Et ce que j'aimerais faire, ce serait plutôt de suivre des jeunes lycéens sur plusieurs années pour voir d'où ils viennent et ce qu'ils deviennent en fait. Enfin, un travail plutôt au long cours et sur des histoires particulières, quoi. Ouais. De beaux projets en perspective. En attendant, on peut profiter, nous, de 20% Profil ouvrier, d'édition La Paulette. Les fêtes approchent. Beau cadeau, ça a glissé dans la hotte du Père Noël. Merci encore. À bientôt. Merci. Et voilà encore un livre à mettre dans la hotte du Père Noël. L'heure est déjà venue de refermer la boîte à malice. On va se quitter en musique avec un nouveau duo dans le paysage messin, un duo électro-pop-trap, Issacha. Il est composé de Julia et Martin, que vous aurez la chance de retrouver très prochainement dans Live Insolite, où ils se sont produits au Jardin Botanique de Metz. En attendant, nous, on va les découvrir à travers cette session live où ils interprètent le défi. Allez, bye bye. Tu m'as dit c'est fini, plus de ma vie, j'ai écouté, j'ai pris la fuite. T'es parti, c'est ainsi, aujourd'hui je suis sortie de ta folie. J'étais trop conne pour admettre que ton amour était abstrait, alors ouais, fais ta vie, loin d'ici. C'est inutile et doucement devient docile. Défi difficile, défi difficile, difficile, vie de fille, ouais. Défi difficile, défi difficile, difficile de silhouette. Défi difficile, défi difficile, difficile de fille, ouais. Défi difficile, difficile de silhouette. Défi difficile. Défi difficile. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.